Du coup, le premier chapitre, c'est d'essayer vraiment de comprendre quels sont les rôles joués par les parents et surtout, en fait, quelles influences ils peuvent avoir sur les athlètes. Je pense que vous avez des tas d'exemples en tête. Vous avez sûrement déjà vu des comportements de jeunes qui sont très différents en présence des parents ou en leur absence. Là, ça va venir un peu illustrer peut-être ce que vous avez pu voir un peu au quotidien et vraiment ce qui a été étudié depuis 15 ans dans la littérature scientifique. Alors, j'y ai contribué, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au Royaume-Uni et aux États-Unis sur cette thématique-là. Donc, la première chose, c'est d'essayer de comprendre les rôles joués par les parents. Ils ont ce qu'on appelle un rôle de créateur d'expérience, c'est-à-dire que si les parents n'avaient pas permis aux jeunes de pratiquer dans votre club ou dans la structure Pôle Sport Académie, les jeunes ne seraient pas là. Donc c'est eux qui vont, par exemple, les amener, c'est eux qui vont financer, c'est eux qui vont libérer de leur temps pour leur permettre la pratique. Et donc c'est vrai au début, c'est vraiment indéniable, mais ça peut continuer aussi au cours de la carrière. C'est-à-dire que si des parents mettent un peu un veto, par exemple, à aller en Pôle Espoir parce qu'ils n'ont pas envie de se donner les moyens d'un point de vue organisationnel, le jeune n'ira pas en Pôle Espoir, et donc ça a un impact direct. Ils ont un rôle de modèle. Ce rôle de modèle aussi, il est valable vraiment tout au long de la carrière d'un athlète. Donc c'est le rôle de modèle peut-être pour se mettre à l'activité physique. Est-ce que les parents ont un mode de vie actif ? Est-ce que potentiellement ils ont été joueurs de rugby et donc par cascade l'enfant va avoir envie de s'inscrire là-dedans, mais pas seulement. C'est aussi le rôle de modèle par exemple sur la façon dont les parents vont gérer leurs émotions à la maison. Comment ils vont gérer un peu une situation de crise à la maison, un conflit. Du coup, ça peut se répercuter sur la façon dont l'athlète va régler son conflit dans l'équipe, parce que il aura eu cet exemple-là à la maison. On reprend les parents sur les bords du terrain, vraiment le comportement du parent au bord du terrain, c'est aussi un rôle de modèle pour l'athlète, et donc l'athlète ne peut pas forcément toujours se mettre en contradiction, même si il trouve ça pas terrible, envers ses parents, et donc ça va lui servir de rôle de modèle, et potentiellement ça va impacter en fait la façon dont il va, on va dire, interagir avec les autres personnes au sein du groupe. Et le dernier rôle qu'ils ont, et c'est peut-être celui-là aussi qui peut vous poser peut-être entre guillemets problème régulièrement, c'est ce rôle d'interprétateur. C'est-à-dire que l'enfant va faire un match, il sort de son match, et il en retient certaines choses. Il va aller chez lui, il va rentrer chez lui, soit dans la voiture, soit même dans la soirée si ce n'est pas ses parents qui l'ont accompagné. Il va parler de son match avec ses parents. C'est quasiment indéniable, plus ou moins, avec plus ou moins de détails selon les enfants, selon ce qu'ils ont envie et selon ce que les parents leur demandent. Mais du coup, ils vont échanger. Et le retour que le parent va faire à l'enfant, la façon dont il va échanger avec lui, va fortement impacter ce qu'il va retenir de son match. Si le parent... entre guillemets, le design, il lui dit que c'était vraiment pas très bien ce qu'il a fait, qu'il aurait pu faire autrement, que ses coéquipiers n'ont pas réussi à jouer en équipe, enfin, tout ce que vous voulez, l'enfant va quand même retenir ça, même si c'est pas la seule chose peut-être qu'il peut retenir. Si par contre les parents vont plutôt valoriser, questionner, tiens, est-ce que vous avez progressé, est-ce que vous avez réussi à mettre en place ce que vous avez vu cette semaine à l'entraînement, est-ce que vous êtes fait plaisir, ce que l'enfant va retenir du même match sera différent, et ça c'est vrai aussi pour le quotidien, c'est-à-dire peut-être la façon dont les parents vont échanger avec leur enfant sur la structure, sur l'entraîneur, ce qu'ils vont leur dire, ce qu'ils en pensent, et ça peut aussi impacter ce qu'ils en retiennent, et du coup après la confiance qu'ils peuvent avoir en vous, structure ou staff. Donc c'est vraiment ces trois rôles qui résument quand même assez bien ce que font les parents, et d'un point de vue très concret, par quoi ça se matérialise, ils font les taxis, ils font les banquiers de façon plus ou moins importante selon les sports. On n'est pas dans le sport, je pense, qui coûte le plus cher aux parents, mais il y a vraiment des sports aussi qui coûtent beaucoup, puis tout est relatif en fonction des capacités aussi de chacun. Et puis, ils ont un rôle émotionnel. C'est eux qui vont récupérer l'enfant, c'est sûr, après la défaite, après la non-sélection, après la blessure. Et pour faire la petite anecdote avec le rugby à 7, c'est aussi eux qui récupèrent les enfants après la sélection. C'est-à-dire que David Courtex a organisé, on ne pouvait pas forcément s'y attendre, a organisé un week-end du coup pour les familles des joueuses de France à 7. Et il leur a dit, vous invitez qui vous voulez de votre entourage proche. Donc c'était pas que les parents qui étaient ciblés, donc il y avait beaucoup de parents, il y avait aussi des frères et sœurs, des conjoints, de temps en temps des amis un peu proches. Il y avait quand même beaucoup de parents. Du coup j'étais curieuse de voir qui ils allaient amener, mais donc, il y en avait quand même beaucoup, même si elles étaient majeures. Et quand j'ai travaillé avec eux un peu sur des différents scénarios,
ceux qui ont travaillé sur le scénario de comment accompagner votre fille si elle est sélectionnée, parce que c'était très bientôt, je pense que c'est très bientôt l'annonce, et pour eux c'était presque aussi compliqué que l'annonce sélection. Et ça m'a beaucoup étonnée, mais alors c'est peut-être propre à ce groupe-là, mais ils se sont dit, mais ce qui va être dur à gérer, c'est qu'à la fois elles en fassent pas trop, entre guillemets, qu'elles montrent pas trop leur joie par rapport aux autres, dans le respect des autres, mais aussi à la fois qu'elles arrivent à gérer que leur copine ne soit pas prise. Donc voilà, c'est peut-être spécifique au groupe, mais c'est quelque chose qui inquiétait, en tout cas voilà, beaucoup l'entourage. Bien sûr, la non-sélection, c'était aussi quelque chose de très important, et comme c'est un projet fort, si le projet s'arrête, les parents ont beaucoup de doutes, beaucoup de questions là-dessus, sur le timing, sur comment c'est fait, et ainsi de suite. Mais donc les parents, au final, ils nous parlent quand même souvent des moments difficiles, mais en fait, ils ont aussi un rôle à jouer dans les moments, dans les étapes, on va dire, victorieuses. Et la façon dont ils accompagnent, je pense, leur enfant dans ces étapes-là peut aussi influencer la suite de la carrière. Alors du coup, la littérature scientifique, qui depuis 15 ans travaille beaucoup sur ses parents, elle a pris différents points de vue. Elle a demandé aux entraîneurs, qu'est-ce que vous pensez des parents? Quels sont ceux qui seraient plutôt positifs pour le développement de l'enfant? Quels sont ceux qui seraient plutôt, qui auraient plutôt une influence délétère? Ensuite, elle s'est aussi intéressée aux athlètes. Elle leur a demandé, vous, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous avez envie que vos parents fassent pour vous accompagner? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie? Et ensuite, elle s'est intéressée aux athlètes en leur demandant en fait la façon dont ils percevaient l'accompagnement de leurs parents. Et ils ont essayé de mettre ça en relation avec différentes variables psychologiques, comme la motivation, comme vous avez présenté tout à l'heure, comme l'anxiété, comme le plaisir. Et ils ont essayé de regarder s'il y avait certains comportements qui favorisaient plutôt tel type de motivation, plutôt le plaisir, ou alors plutôt d'autres comportements qui allaient engendrer un peu plus d'anxiété. Ça, c'est vraiment les trois grandes façons dont la littérature s'est intéressée aux comportements parentaux en tant que tels. Ici, vous avez vraiment un résumé de ce que pensent les entraîneurs. Alors, c'est sur du tennis et de la ligue universitaire aux États-Unis. Donc, c'est deux études qui ont été faites. Et ils caractérisent un petit peu les parents qui auraient une influence positive, ce sont ceux qui apporteraient un amour inconditionnel à leur enfant et beaucoup d'encouragement. Tandis que ceux qui auraient une influence plutôt négative, ce seraient à la fois ceux qu'on ne voit pas et ceux qu'on voit trop, entre guillemets, dans vos structures. Donc ceux qu'on ne voit pas, ce seraient ceux qui ont une faible présence physique et émotionnelle, qui accordent, on va dire, peut-être peu d'intérêt au projet de l'enfant. Et ceux qu'on voit trop, ils les caractérisaient, eux, comme ceux qui, en fait, allaient adopter beaucoup de comportements contrôlants envers leur enfant et beaucoup d'importance à la victoire. Oui, je peux avoir compris que tu disais, ça c'est l'interprétation des entraîneurs. Oui, ça c'est la perception des entraîneurs. Okay. Ouais, exactement. Quand on leur demande, selon vous, non, c'est pas le sportif. Selon vous, qu'est-ce qu'est un parent qui est plutôt positif pour son enfant et qu'est-ce qu'est un parent qui aurait plutôt une influence négative sur l'enfant? Et donc il y a deux études qui se sont intéressées à ça. Je vous ai dit, celle de 2016, c'est sur la ligue universitaire aux États-Unis sur 20 sports différents. Et tandis que celle de 2006, c'est sur des jeunes un peu plus jeunes dans le tennis. Les pourcentages, c'est les entraîneurs. Ils ont dit, selon eux, en gros, il y a à peu près 2 tiers de parents qui auraient une influence positive et plutôt 1 tiers qui aurait une influence négative. Et malheureusement, ce type de parents serait sûrement en voie d'augmentation en termes de proportion. Et ça fait peut-être un peu écho au fait que vous dites ça date pas d'aujourd'hui la question des parents, mais on s'en empare peut-être aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'on a quand même le plus de mal à les prendre en compte, à les intégrer, à les gérer, alors qu'avant ça se faisait quand même de façon, on va dire peut-être plutôt plus implicite, plus naturelle. Donc ça c'est le point de vue des entraîneurs. Maintenant le point de vue des athlètes, c'est-à-dire quand on leur demande vous qu'est-ce que vous préférez, il y a une étude qui s'est vraiment intéressée au moment de la compétition. Et donc, qui s'est dit, tiens, juste avant ton match, pendant ton match et juste après ton match, qu'est-ce que tu as envie que tes parents fassent? Du coup, juste avant la compétition, les athlètes, ils aiment bien quand même que les parents leur permettent de s'assurer d'être prêts physiquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie qu'ils les échauffent, c'est plutôt qu'ils ont envie que, par exemple, ils adaptent l'horaire du repas de la famille parce que le match est à 13h, qu'ils leur permettent d'arriver suffisamment tôt, à l'heure indiquée par le staff et pas 3/4 d'heure après, ce qui du coup limiterait leur échauffement sur place. Et après, certains, c'est souvent lorsqu'ils ne l'ont pas du staff technique, aiment bien avoir quelques conseils sur la nutrition ou sur l'échauffement. Par contre,
Ils n'ont pas envie d'avoir des conseils techniques ou tactiques. Donc vous non plus, vous n'avez pas envie, je pense que les parents donnent ces conseils-là. Les athlètes non plus n'en ont pas envie. À une exception près, c'est l'athlète qui considérerait que son parent est compétent dans ce domaine. Et ça peut amener d'autres problématiques. C'est vrai que si l'athlète considère son parent comme quelqu'un, on va dire, de performant dans ce domaine-là, c'est quelque chose qu'il peut peut-être en fait avoir envie d'avoir de la part de son parent. Pas toujours, hein, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, on peut avoir vraiment cette complexité-là. Et ils ne veulent pas de commentaires centrés sur la performance, donc sur le résultat plutôt. Pendant la compétition, ils aiment bien que les parents respectent les règles et l'éthique du sport. Donc là, il est différent d'un sport à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait dans des tribunes? Qu'est-ce qu'on fait dans des gradins? Moi, je viens du tennis. Qu'est-ce qu'on fait dans un match de tennis? Malheureusement, il faut se taire. C'est pas très drôle par rapport à un sport co. Il ne faut pas parler pendant les points. Il ne faut pas applaudir les fautes directes de l'autre. Là, j'imagine qu'au rugby, j'ai jamais trop entendu. Et d'ailleurs, ça a fait un peu des bruits dans les réseaux sociaux sur Vannes Grenoble. On a rarement entendu des chants qui sont à l'encontre des adversaires. Si par exemple les parents commencent à crier, je sais pas moi, ou à faire des bruits pour essayer de déconcentrer l'adversaire au moment où il va devoir botter sur la transformation ou sur une pénalité, je pense que c'est pas dans l'éthique du sport, même si je suis pas propre à ce milieu-là, mais vous avez peut-être d'autres exemples. Il y a beaucoup de choses autour de l'arbitre. Ouais, voilà, l'arbitre, le respect de l'arbitre. Ouais, moi de l'extérieur, c'est que j'ai l'impression que c'est un sport où les joueurs respectent beaucoup l'arbitre. Mais donc si les parents, eux, à l'extérieur, se mettent à crier, à hurler sur l'arbitre, à faire des commentaires dessus, peut-être que ça ne correspond pas, en tout cas, à ce qu'on essaie d'inculquer aux jeunes sur le terrain. Ils aiment bien être supportés, mais pas que. Ils aiment bien que les parents supportent l'ensemble de l'équipe, c'est un collectif. Ils aimeraient bien aussi que leurs parents adaptent leur langage non-verbal au langage oral. C'est-à-dire que s'ils encouragent et qu'ensuite ils se prennent la tête comme ça dès qu'il y a une passe ratée ou je ne sais quoi, ça contrebalance l'encouragement qui a été fait puisque les gestes ne vont pas avec. Et ils apprécient quand leurs parents contrôlent leurs émotions et on verra, c'est une des clés aussi et c'est peut-être l'une des raisons qui explique certains comportements qu'on n'aimerait pas voir, c'est l'absence de gestion des émotions de la part des parents. Et par contre, ils n'ont pas envie que les parents intimident l'adversaire ou critiquent l'équipe ou l'enfant en question. Et juste après la compétition, c'est-à-dire c'est vraiment dans les heures qui suivent, c'est-à-dire juste après la fin du match ou sur le retour à la maison, pour expliquer la potentielle défaite, on va dire, sur le premier aspect, les athlètes n'aiment pas que leurs parents accusent les autres. C'est-à-dire, il y a des parents, j'ai très souvent entendu, qui ont dit « Ouais, mais toi, tu as bien joué, c'est ton équipe aujourd'hui qui n'a pas été bonne. » Ou « Non, c'est la décision de l'arbitre qui a fait changer le résultat du match. » On l'entend très souvent. En fait, les parents font ça, je pense, des fois pour dédouaner leur enfant et pour essayer de faire en sorte que ça pèse moins sur ses épaules. Mais au final, ils n'en ont pas envie. Ils n'ont pas envie non plus que les parents viennent critiquer les partenaires ou les adversaires même en public. Pourquoi pas lorsqu'ils seront que tous les deux, mais pas devant les partenaires. Et ils aiment bien plutôt avoir de la part des parents un retour qui est plutôt centré sur l'effort, qui est plutôt positif, mais non pas déconnecté de la performance. Si le parent dit « Ouais, super, t'as bien botté aujourd'hui » et que l'enfant il avait fait 1 sur 7, il y a un petit problème, un petit décalage. La dernière chose, c'est qu'ils ont souvent quand même envie d'en parler avec leurs parents, mais pas forcément au même moment, chacun. Pas forcément dans la voiture. La plupart, non. Ils ont souvent besoin d'un petit sas, ou alors... ça dépend vraiment des enfants, honnêtement, il n'y a pas une règle d'or. La plupart préfèrent attendre un petit peu. Certains ont bien envie d'en parler tout de suite. Mais il faut essayer En gros, le leitmotiv, ce serait d'apprendre aux parents à reconnaître les signaux auprès de leur enfant qui leur permettrait d'engager l'échange. Et puis on pourra échanger après sur qu'est-ce que cet échange devrait plutôt contenir comme type d'information et pas d'autre. Pour contrebalancer un peu ce que je viens de vous présenter, c'est ce que préféraient les athlètes. Il y a une étude au Canada qui s'est intéressée, qui a observé juste donc ce que vous faites tous les week-ends. Le témoignage qu'on a pu avoir de Jérôme, c'est-à-dire qu'il allait au bord, c'était dans le football, ils sont allés au bord du terrain, au bord d'un match, et ils ont observé, ils ont quantifié les comportements des parents. Et voilà, en gros, ce qui en ressort, c'est qu'un tiers des comportements des parents sont plutôt des félicitations et des encouragements, on va dire, globaux, c'est ce qu'on entend au bord du terrain.
Par contre, on a un tiers des comportements, malheureusement, qui sont plutôt des feedbacks directifs. Et moi, là, j'ai envie de dire, c'est un peu le feedback comme si l'enfant, en fait, il allait oublier qu'il allait devoir faire la passe à son copain qui est à côté, ou comme s'il ne l'avait pas vu. Et ben, le parent, de par les émotions qu'il est en train de vivre, là, pour le coup, il est à fond, qu'il va dire à son enfant, bah tiens, il faut que tu traverses, là, non, là, il faut passe ta balle à droite ou à gauche. Alors, les enfants, ils ne l'entendent pas toujours. Ou l'entendent pas du tout. Il y en a certains qui entendent quelques mots. Ça dépend des sports aussi et des configurations des tribunes. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, qui est très présent. Et ensuite, dans une moindre mesure, mais du coup, ce sont quand même que des comportements que je qualifierais plutôt d'inadaptés. L'autre tiers, qui est carrément un peu plus extrême, ça va être des comportements qui sont vraiment en fait négatifs, en disant bah non, pas ça, il fallait pas faire ça, qui sont envers le joueur en question, ou même envers un coéquipier. Donc là, on a même 5% des comportements qui seraient même en fait un peu méprisants. Et c'est peut-être un peu ça auquel faisait référence Jérôme ce week-end. Alors oui, peut-être que les enfants vont pas tout entendre, mais ils perçoivent quand même le climat général de ce qui se passe autour. Ça impacte les relations que les parents vont avoir entre eux. Et donc ça a quand même tout un impact au final sur l'athlète, même s'ils n'entendent pas dire le contenu précis de ce qui peut se dire. Je reviens à ce que préfèrent les athlètes. Là, c'était l'exemple vraiment en compétition. Il y a également 2 études qui ont été faites dans le tennis et le canoë qui se sont intéressées plutôt, on va dire, au quotidien, dans l'accompagnement quotidien. Qu'est-ce que les enfants ont envie d'avoir de la part de leurs parents. Donc, dans le cadre des entraînements, ils ont envie que les parents mettent en place un climat qu'on appelle centré sur la maîtrise. Le climat centré sur la maîtrise, c'est en opposition au climat qu'on appelle centré sur l'ego. C'est-à-dire que dans le climat centré sur la maîtrise, on s'intéresse à soi et sa propre progression dans le temps, son évolution. Tandis que le climat qui implique l'ego, c'est plutôt un climat où on se compare aux autres. Bah, lui est meilleur que moi, lui il a été sélectionné et pas moi. Au lieu de se dire, bah, tiens, j'ai réussi à faire telle chose, j'ai développé telle chose, même si je ne suis pas sélectionné, j'ai quand même progressé sur tel aspect. Donc les enfants aiment bien que les parents se sentent plutôt sur, en gros, les efforts et les progrès qu'ils font. Et qu'ils adaptent leur investissement en fonction de leur avancée dans leur développement, à la fois en âge ou dans les différents stades qui passent. Donc que les parents soient capables de dire, bah, tiens, peut-être que j'étais très présent au début parce que mon enfant en avait besoin. Là, je me rends compte qu'il a peut-être plus trop envie que je vienne sur le lieu de la pratique. Par contre, il a toujours besoin de mon soutien émotionnel au quotidien. Donc, je vais peut-être aller le voir un petit peu moins en match. Par contre, je serai toujours disponible. Il pourra toujours m'appeler pour échanger, ainsi de suite. Et c'est là que ça fait écho aussi avec le fait que c'est pas à 18 ans le lien que les parents se coupent totalement. Ça évolue au fil du temps, mais le soutien émotionnel que les parents donnent dans le cadre de la pratique sportive de leur enfant, je crois qu'il est un peu éternel. Par contre, le soutien organisationnel, lui, il évolue beaucoup. Maintenant, au quotidien, à la maison, ils aiment bien que les parents leur permettent d'avoir un développement complet, c'est-à-dire qu'on ne se sente pas uniquement sur l'activité en question. Les parents permettent aussi de faire d'autres activités et portent de l'intérêt à d'autres activités. Voilà, on ne parle pas, on ne mange pas 100% rugby ou handball à la maison. Et ils apprécient quand même tout le soutien pratique et logistique. Donc le fait que les parents s'adaptent à leur emploi du temps, que les parents leur fassent la lessive pendant le week-end et ainsi de suite, ça ils apprécient. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le troisième volet de la littérature, je vous ai dit, ce sont ceux qui ont essayé de mettre en lien des comportements des parents et des variables chez les athlètes. Et la plupart des études, là, se sont intéressées à la perception des enfants. C'est-à-dire, ils ont demandé aux enfants, qu'est-ce que vous percevez comme type d'accompagnement de la part de vos parents. Donc peut-être qu'il y a un décalage entre ce qui est fait réellement et ce qui est perçu. Il faut en avoir conscience. En tout cas, là, c'est la perception des athlètes. J'ai fait vraiment un très gros résumé, parce qu'il y a vraiment différentes études qui se sont intéressées à ça, avec différents comportements spécifiques. Il y a un gros pan des études qui se sont intéressées vraiment au soutien que les parents peuvent amener. Donc le fait que les parents permettent à l'enfant, par exemple, de choisir son sport au début, que les parents donnent le choix à l'enfant de choisir s'il veut aller en structure ou pas, s'il veut changer de club ou pas, s'il a envie de passer son été à faire cette activité, je sais pas moi, sur des tournois, ou est-ce qu'il a envie de passer son été à faire autre chose. Donc dans ce soutien, c'est à la fois l'autonomie que le parent peut laisser et à la fois les encouragements qu'il va apporter
aux enfants. Et donc ça, c'est associé positivement, on l'a vu, hein, à des expériences que j'ai mis sportives plutôt positives chez les enfants, c'est-à-dire une motivation qui est plutôt propre à eux, une motivation autodéterminée, plus de plaisir de pratique, souvent plus de persistance, c'est-à-dire plus d'engagement sur le moyen terme, parce que les études ne sont pas allées quand même jusqu'à 10-15 ans, mais sur 2-3 ans, ce sont ceux qui continuaient la pratique. Et donc, on va dire, si on résume vraiment, voilà, c'est expérience positive. Tandis que lorsque les enfants perçoivent des comportements de pression, alors c'est pas forcément que de la pression pour gagner, ça peut être de la pression pour pratiquer, simplement, et c'est plutôt associé positivement cette fois-ci à des expériences sportives négatives, plus d'anxiété dans la pratique de l'enfant, plus de motivation contrôlée et un petit peu moins de persistance dans le temps. Souvent, quand j'interviens auprès des parents, je prends un peu de temps sur cette pression parce que souvent les parents se disent « Oh non, moi je ne veux pas la pression, mon enfant il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, si demain il me dit d'arrêter, il arrête. » Sauf que la perception de l'enfant est totalement différente. Un exemple très simple, c'est qu'un parent qui s'investit très fortement, qui va changer ses vacances pour permettre la pratique de l'enfant, qui va mettre ses économies dans la pratique, qui va faire je ne sais quoi, si l'enfant le perçoit, et surtout s'il perçoit que c'est un poids, c'est-à-dire si juste le parent partage avec son conjoint que c'est difficile devant l'enfant, l'enfant concrètement lui il va ressentir la pression. Ah tiens, si je réussis pas, mes parents ils ont changé leurs vacances pour moi, ils ont mis une partie de leur économie pour que je puisse faire ce projet-là. Les parents ils ont l'impression d'accompagner l'enfant parce qu'ils lui permettent de faire. Mais si le climat qu'il y a autour de la mise en place de cet accompagnement est perçu comme un peu pesant par l'enfant, ça peut être perçu comme un comportement de pression, même si ce n'était pas on va dire le désir du parent lorsqu'il a mis ça en place. Donc on pourra en reparler sur cet élément de pression. Alors c'est un mot un peu vulgaire, mais qui regroupe pas mal de choses. Un exemple concret pour vous donner un peu un ordre d'idée. Alors là, cet exemple-là, il a été fait vraiment dans une structure PPF. Ce que je vous ai montré avant, c'est valable pour tout type de niveau, tout type d'implication pratique. Que ce soit le gamin qui a 8 ans en club ou celui qui a 16 ans en pôle espoir, c'est la même chose jusqu'au centre de formation. Jusqu'à 18 ans à peu près, c'est en tout cas là où les études ont été faites. Celle-ci, elle a été faite du coup plutôt dans des pôles de différents sports. Et on a mesuré 2 grands types de comportements, donc les comportements de pression et les comportements directifs, donc c'est-à-dire un peu contrôlants, quand les parents vont dire à l'enfant, il faudrait que tu fasses comme ceci, ton sac, comme ceci pendant le match, ainsi de suite. Et les enfants devaient donner en fait la fréquence d'apparition de ces comportements, avec des chiffres entre 1 à 5. Et en fait, on a séparé du coup les participants en 2. Ceux qui nous disaient avoir jamais ou rarement l'un de ces 2 comportements avec les 2 parents, parce qu'on interrogeait de façon différente pour le père et la mère. Et on a fait un deuxième groupe dès lors que l'enfant répondait au moins que c'était parfois ou souvent qu'il ressentait, qu'il percevait ce type de comportement, soit l'un, soit l'autre, soit les 2, de la part du père ou de la mère. On a séparé 2 groupes, simplement pour voir si ces comportements qui sont plutôt connotés un peu plutôt négatifs ont un impact sur un indicateur qui est plutôt lié cette fois-ci à la santé mentale, qui est le burn-out. Alors le burn-out, on peut le définir de différentes façons, mais en tout cas ici, il a été évalué à travers 3 éléments. C'est l'épuisement physique ressenti par l'athlète, son accomplissement réduit, donc c'est un peu sa perception de compétence réduite, et sa dévaluation du sport, c'est-à-dire par exemple l'athlète qui ne perçoit plus aucun intérêt à faire ce sport, qui trouve que ce sport ne l'apprécie plus, c'est pas quelque chose qui porte dans son cœur. Et donc on a regardé si en fonction de l'appartenance au groupe 1, c'est-à-dire je perçois quasiment jamais ces comportements, ou au groupe 2, je peux percevoir parfois, souvent, toujours ce type de comportement, est-ce que les athlètes avaient des niveaux de burn-out différents? Et il s'avère que oui. Vous voyez là, c'est l'échelle du questionnaire. Vous voyez qu'on ne passe pas de 1 à 5, mais en tout cas, d'un point de vue statistique, on est à peu près sûr qu'il y a une différence. C'est des petites étoiles que vous voyez ici. Donc, ceux qui sont dans le groupe 2 ont un épuisement physique perçu un peu plus élevé que ceux dans le groupe 1, un accomplissement plutôt réduit, et ils dévaluent un petit peu plus le sport que ceux qui sont dans le premier groupe. C'est pour vous donner un exemple concret. Avant, je vous ai fait plutôt une diapositive qui résume tout l'ensemble des résultats. Là, vous avez un exemple concret avec le burn-out.
on s'aperçoit que si les parents mettent en place à minima un comportement plutôt négatif, il y a un petit peu plus de chances que l'enfant perçoive des symptômes de burn-out. On ne dit pas qu'ils sont en état de burn-out total, c'est les symptômes sont un peu plus élevés. Dernier point de la littérature, ce sont ceux qui ont plutôt essayé de prendre en compte un ensemble de comportements. Là, je vous donnais un exemple, c'était soit le soutien, soit la pression. Il y a aussi des collègues qui ont voulu essayer de prendre en compte plusieurs comportements simultanément parce que c'est plutôt conforme à la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on a un parent qui est à la fois encourageant mais à la fois pressurisant? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que ça produit chez l'athlète? Et donc, c'était un peu l'objectif, même si ça reste ça encore à développer de ces études. Elles ont essayé donc de regrouper un certain nombre de comportements mis en place par les parents, comme le climat de maîtrise. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le climat de maîtrise, c'est lorsqu'on valorise plutôt la progression individuelle et non pas la comparaison aux autres. Donc on voit que ça, c'est plutôt positif. Le soutien à l'autonomie, donc lorsqu'on met en place plusieurs comportements, à la fois pour le projet sportif, pour le projet professionnel, pour donner la liberté de choisir à l'enfant, alors que ce soit vraiment sur son projet global ou sur des choses plutôt très précises. Ça peut être typiquement... L'enfant, il est en retour de blessure. Il y a l'aval, par exemple, du staff médical, mais il a encore un peu d'appréhension. C'est à lui peut-être de choisir à ce moment-là. Le parent va lui donner le choix. Il ne va pas lui dire « Non, c'est bon, le staff médical t'a dit que c'était OK, tu y vas. » Ou alors, au contraire, plutôt lui dire « Bon, non, si tu ne le sens pas, il ne faut surtout pas que tu y ailles. » C'est vraiment donner le choix à différents niveaux de pratique. Et le dernier type de climat, c'est le climat d'ego ou de performance, c'est-à-dire quand on se centre plutôt sur la comparaison par rapport aux autres, la comparaison par rapport au système, on s'aperçoit que lorsque les athlètes perçoivent ce type de climat, on aboutit plutôt sur des expériences sportives. C'est relié négativement aux expériences sportives positives, c'est-à-dire qu'on a moins de plaisir, moins de motivation autodéterminée. Ces résultats-là, ils ne sont pas, on va dire, révolutionnaires, parce qu'on a exactement les mêmes résultats avec les entraîneurs. Si les athlètes perçoivent que leurs entraîneurs soutiennent leur autonomie, soutiennent le climat de maîtrise, on a des expériences sportives qui sont plutôt positives et in fine, du coup, un potentiel de développement et de performance plus important. Simplement, ça a été mis en évidence que les parents, même s'ils ne sont pas sur le terrain, dans le staff sportif, ils ont aussi cet impact-là sur leurs enfants. C'est un climat où on se centre sur la comparaison aux autres. Vraiment, souvent on compare nos places, etc. Là, c'est pas le cas dans un sport collectif, mais c'est, on va comparer par rapport à un tel. Tiens, toi, tu arrives à faire tel foot, toi, tu n'arrives pas. Au rugby, comparer les performances des uns et des autres, plutôt que de comparer sa propre performance dans le temps. Un exemple, du coup, concret d'études qu'on a pu mettre en place pour essayer de prendre en compte plusieurs comportements. Alors, ce ne sont pas les climats que je vous ai présentés là, on a repris en fait les deux comportements que je vous ai présentés d'avant, comportement directif, comportement de pression, et on a essayé aussi de voir si on met un peu des comportements qui seraient plutôt connotés positivement, comportement d'encouragement, le parent qui va aussi s'intéresser à ce que vit l'athlète, c'est ce qu'on en met dans compréhension, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi à tel moment il va mal, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Et un comportement d'investissement actif. Là, ce n'est pas le parent qui, on va dire, en ferait trop, c'est plutôt le parent qui s'investit un petit peu dans le projet sportif de son enfant. Dans le club, typiquement, c'est le parent qui va venir aider à faire la buvette, le parent qui va aider au déplacement, amener une voiture parce qu'il y en a besoin, ou handball, c'est le parent qui va faire la table de marque. Donc on a mesuré ces 4 comportements-là, toujours pareil en fréquence d'apparition, d'après les sportifs. Et on a essayé de faire en fait, des analyses statistiques qui nous permettent de prendre en compte les 4 ensemble et pour voir s'il y a des combinaisons qui seraient les mieux. En gros. On a fait ça aussi sur donc, des jeunes qui étaient de la 4e à la terminale. On a mesuré en début de saison ces comportements-là et on les a remesurés en fin de saison. C'est le PISC, c'est le nom du questionnaire. Il existe en français, mais c'est l'acronyme en anglais. C'est Parental Investment in Sport Questionnaire. Et en fin de saison, on a mesuré des variables pour voir s'il y avait un lien entre les comportements des parents en début de saison et certaines variables chez les athlètes en fin de saison. Donc on a mesuré la qualité de leur motivation et on a mesuré la satisfaction de leurs 3 besoins que je vous ai présentés en introduction, le besoin d'autonomie, de compétence et de proximité sociale. Et le but là vraiment c'était de se dire quelle est la meilleure combinaison possible. Donc on a fait ce qu'on appelle des profils
Et en fait, on a 8 comportements parce qu'on a pris les 4 comportements de la mère et les 4 comportements du père. Ici, c'est vraiment les abréviations. Comportement directif, investissement actif, encouragement et compréhension, et pression. On a standardisé, c'est pour ça que vous n'avez pas de 1 à 5 les scores, parce que c'est plus simple. En gros, ce qui est en dessous des pointillés, ça veut dire que le comportement est très peu fréquent. Ce qu'il y a entre les pointillés, ce sont des scores moyens, donc c'est des comportements qui arrivent régulièrement, mais qui ne sont pas toujours là. Et ce qu'il y a au-dessus des pointillés, là, c'est souvent ou toujours l'apparition de ces comportements. Donc le premier profil, là où il y a le plus d'individus, donc c'est toujours la perception des athlètes, on a des scores qui sont moyens, donc c'est-à-dire que les parents utilisent régulièrement à la fois de la pression, des comportements directifs, mais aussi des encouragements et de l'investissement actif. Et on voit qu'on a un investissement de la mère et du père qui sont à peu près similaires, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes, mais bon, ils sont tous les deux dans des scores moyens. Le deuxième type de profil qu'on a vu émerger, c'est un profil où à la fois le père et la mère vont avoir des comportements directifs, ici et là, et des comportements de pression qui sont fréquents. Et par contre, les comportements d'encouragement, ici et là, et les comportements d'investissement actif, ils sont plutôt réguliers, mais pas aussi fréquents que les deux autres. Donc là, c'est les parents qui, voilà, entre guillemets, sont souvent là derrière le dos de leur enfant. L'enfant perçoit de la pression, souvent. Ils l'encouragent également, mais pas autant que ce que l'enfant peut percevoir de comportements plutôt contrôlants. Et là, encore une fois, sur le profil B jaune, vous voyez qu'on a à peu près la même chose chez le père et la mère. Dernier profil, le profil C en bleu. Premier constat, c'est qu'on voit qu'il y a une différence entre le père et la mère. Donc déjà, on a une différence de perception entre les deux parents. La mère serait plutôt dans le même type que le premier, c'est-à-dire à utiliser régulièrement les différents comportements, tandis que le père, si je résume grossièrement, serait peu investi. Il ne mettrait pas trop la pression à son enfant, mais il ne l'encouragerait pas trop non plus. Donc c'est vraiment, en gros, un décalage d'investissement. Et là, on pourrait plutôt dire, si on fait référence à ce que percevaient les entraîneurs, c'est plutôt le parent peu présent. Donc ça, c'est les débuts de saison. On a regardé si en fin de saison, ça avait évolué. Bah, quasiment pas, parce que vous voyez qu'en gros, en début de saison, c'est ce qu'il y avait un petit peu en transparent, et on a superposé les autres. Le bleu ne change pas du tout. La seule petite évolution qu'on a, c'est qu'on a regardé en fait qui appartenait à quel profil. Est-ce que l'enfant X perçoit le même type de comportement chez ses parents en début de saison et en fin de saison? Ou est-ce qu'il a l'impression que son parent change de profil? Parce on peut l'imaginer. Alors, il y a peu d'enfants qui ont une perception qui change. Les quelques-uns, c'est plutôt ceux qui perçoivent des parents qui étaient à la base dans le profil A, donc qui utilisaient régulièrement un peu tous les comportements, et ils sont passés dans le profil B avec plus de pression et plus de comportements directifs en fin de saison. Alors, c'est marginal dans le sens où c'est moins de 5% des personnes qui ont changé, mais c'est le seul changement qu'on a pu voir. On ne sait pas trop pourquoi, plusieurs hypothèses. Est-ce qu'au moment où on a fait des passations, on va dire la fin de saison était encore incertaine? Est-ce que l'enfant savait où est-ce qu'il allait aller l'année prochaine? Et du coup, le parent, en conséquence, a adapté ses comportements. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait encore explorer, mais en tout cas, voilà, cette petite évolution, on la voit. Et du coup, nous, la dernière chose qu'on a regardée, c'est se dire, est-ce que les enfants qui appartiennent à tel ou tel profil ont des motifs de pratique différents et ont une satisfaction de leurs besoins différente. Donc on a comparé, j'essaie de garder les mêmes couleurs, c'est pas facile, mais ceux qui appartiennent au profil A, qui percevaient des parents comme profil A, ceux qui percevaient des parents plutôt profil B, c'était là où on avait plus souvent des comportements négatifs, et ceux qui percevaient les parents dans le profil C avec un décalage entre le père et la mère, et un père qui serait plutôt sous-investi, si on peut catégoriser ça comme ça. On s'aperçoit que ceux qui appartiennent au profil B, donc qui perçoivent des comportements de pression et directifs très fréquents et des comportements plutôt réguliers pour l'encouragement et la compréhension, ce sont ceux qui ont une motivation contrôlée la plus haute, c'est-à-dire qui pratiquent le plus pour des raisons qui sont plutôt externes ou pour des pressions internes. Et ce sont ceux aussi qui ont le besoin d'autonomie le plus frustré. Alors, frustré, ça veut dire que ça va même à l'encontre de la satisfaction de ce besoin. Et ce n'est pas juste une absence de satisfaction du besoin, c'est même on va contre
ce besoin-là. Et ensuite, on s'aperçoit que ceux qui appartiennent au profil A, donc, si vous vous souvenez, c'est ceux qui ont des comportements réguliers un peu dans les 4 types de comportements, ce sont eux qui ont la meilleure satisfaction du besoin de compétence et du besoin de proximité sociale, de se sentir intégré dans un groupe. Ces résultats, ils nous disent qu'en gros, le profil A, c'est le meilleur, dans les 3. Donc c'est celui-ci. Par contre, on a encore une question, c'est est-ce qu'il n'existerait pas un autre profil qui serait encore mieux, mais qu'en fait, qui n'est pas perçu par les athlètes. Par exemple, là, si vous avez réussi à suivre un peu, même s'il y a beaucoup d'infos, on n'a pas le profil où on a des comportements d'encouragement et de compréhension et d'investissement actif qui sont élevés, et des profils où les comportements directifs et de pression sont soit moyens, soit faibles. Celui-ci, on ne l'a pas. Et nous, notre théorie, c'est que ce serait le meilleur. Mais du coup, là, on ne peut pas savoir s'il est meilleur parce qu'en fait, il n'est pas perçu de façon prédominante par les athlètes pour ressortir dans les analyses. En tout cas, on s'aperçoit que lorsqu'il y a un sous-investissement, ce n'est pas le mieux. Et lorsqu'il y a plus de pression et de comportement directif que d'encouragement, ce n'est pas le mieux non plus. Voilà ce qu'on peut en tout cas retenir de ce travail-là. Et donc ça pose la question, peut-être que du coup, on n'a pas encore le parent vraiment idéalement perçu par l'athlète sur le terrain, en tout cas dans ces types de structures. Dernière chose, avant de passer plutôt sur ce que vivent les parents, je vous ai dit justement, c'est la perception de l'enfant. C'est l'enfant qui perçoit la pression, même si le parent il a l'impression de faire tout ce qu'il peut pour accompagner son enfant. Et du coup, moi je me suis interrogée, je me suis dit, toutes les études, elles mobilisent à chaque fois la perception de l'athlète. On prend très rarement la perception du parent, ce qui me paraît plutôt cohérent, parce que c'est la perception de l'athlète qui l'impacte. Mais par contre, du coup, comment faire pour savoir s'il y a une différence entre le réel et le perçu pour pouvoir accompagner les parents? Parce que si on dit aux parents, tiens, vous devriez mettre ça en place, ils ont l'impression de déjà le mettre en place, ils ne vont pas changer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à nouveau, sur le même type de population, on a aussi interrogé les parents. Exactement le même questionnaire qu'avant, on a juste changé la formulation pour dire, au lieu que ce soit... les enfants, ils répondaient, ma mère me félicite pour les efforts après un match. Là, quand on était aux parents, c'est je félicite mon enfant pour les efforts qu'il a fait après un match. Donc ils ont passé exactement le même questionnaire sur ces 4 grands comportements. Et ça, je vous l'avais présenté l'année dernière. Il me semble, malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que les comportements qu'on jugerait plutôt inadaptés, les sportifs, ils en perçoivent plus que leurs parents. C'est-à-dire que les scores, là, ils sont assez différents pour qu'il y ait une perception différente. Donc, les sportifs rapportent plus de comportements directifs et plus de pression que ce que les parents ont l'impression de donner. Parce que là, on a vraiment pris les parents des mêmes adolescents. C'est les mêmes familles. Et à l'inverse, les sportifs ont l'impression que leurs parents mettent un petit peu moins en place des comportements d'encouragement, de compréhension et d'investissement actif que ce que les parents pensent faire. Donc on a un décalage. Vous voyez dans ce graphique, ce qui est quand même rassurant, c'est que les moyennes dans les comportements plutôt négatifs, elles sont quand même plus basses que dans les comportements positifs. Donc bien sûr qu'on peut s'améliorer, les parents peuvent s'améliorer, mais c'est pas non plus la débandade partout, quoi. Pour relativiser quand même aussi un peu tous les propos, on peut optimiser partout. Il y a certaines familles où il faudrait un réel changement parce que là il y a un réel impact, on voit à l'œil nu négatif sur l'enfant, mais c'est pas non plus, ça change pas non plus du tout au tout l'expérience. Donc là en tout cas on retient ça, et donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire inciter les parents à échanger avec leurs enfants. Alors il faut trouver des moyens parce que c'est pas toujours facile pour eux, mais on pourra discuter des moyens potentiels. Ça peut être une bonne idée pour qu'ils se rendent compte de cette différence de perception qui peut exister. Alors ça, c'était tout le premier grand chapitre.